Ben, écoutez, je pense qu'on peut commencer. De toute façon, les participants arriveront au fil de l'eau. On ne va pas prendre de retard. Donc, Françoise, je te laisse la main pour commencer à présenter Ok, donc je me présente et Tout à fait. bonjour à tous. Donc je suis Françoise Charleux, je suis responsable du service filière innovation, à la direction de l'économie et de l'innovation à la région Occitanie. Donc je vais vous présenter les mesures d'urgence que la région a mises en place dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Donc je ne sais pas si vous avez dû voir passer un certain nombre de communications de la région vous indiquant la mise en place du plan d'urgence sanitaire, économique et solidaire que la région a mis en place le 3 avril dernier avec un vote d'un certain nombre de mesures représentant un budget de 250 millions d'euros, dont plus de 130 qui sont dédiés aux mesures économiques. Donc de manière générale, pour avoir des informations sur l'ensemble des mesures qui ont été mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre effectivement de cette crise, donc vous avez un numéro vert qui est le 0800 31 31 01. Et c'est l'agence ADOC qui est derrière ce numéro de téléphone et qui répond à vos questions et vous oriente vers les dispositifs spécifiques qui sont liés donc à la crise du Covid-19, pas que les dispositifs régiaux, mais aussi les dispositifs de l'État, URSSAF, BPI-France, etc. Ensuite, vous avez un deuxième numéro de téléphone qui est le 3010, où là, vous avez les services de la région qui vous répondent pour répondre en fait à vos questions qui sont relatives à vos encours région, c'est-à-dire donc aux dossiers que vous avez pu déposer, demandes de paiement que vous avez déposées, les questions de prorogation de délai, voilà, toutes les questions qui ont trait à des dossiers courts, vous avez les services de la région sur ce numéro de téléphone. Une information importante également, puisque bon, vous verrez, il y a les mesures qui ont été mises en place sont des mesures d'urgence donc qui répondent à des problématiques et l'évolution de ces problématiques et la visibilité sur ces problématiques est assez importante. Donc les dispositifs sont souvent mis à jour. Il y a quand même voilà, des petits ajustements qui ont été faits et depuis le 3 avril, vote du budget, un vote de ce budget et des mesures, il y a des choses qui ont un petit peu modifié. Donc il y a un site important sur lequel vous avez l'ensemble des informations qui est le Hub Entreprendre avec une actualisation en fait, de l'ensemble des dispositifs et surtout vous avez les fiches précises par dispositif qui détaillent donc ce que je vais vous donner comme information et également vous avez le lien avec les sites de dépôt en ligne donc avec l'ensemble effectivement des mesures pour déposer vos dossiers. Dans un premier temps, donc la région a travaillé sur la problématique de trésorerie des entreprises en renforçant son partenariat avec BPI France. Donc on a un partenariat historique avec BPI France. Donc on a mis en place un prêt qui s'appelle le prêt rebond, qui a pour objectif de financer les besoins immédiats de trésorerie des entreprises et la reprise d'activité avec donc des investissements qui pourraient être réalisés dans ce cadre-là. C'est un prêt à taux zéro qui est réalisé sur 7 ans avec 2 ans de différé, qui est compris entre 10 000 et 300 000 euros et qui est donc mis en place par BPI France en parallèle d'un prêt bancaire du même montant. Pour être éligible, il faut avoir plus d'1 an d'existence et présenter un premier bilan. Tous les secteurs d'activité sont éligibles, sauf ce qu'on appelle les exclusions réglementaires, ce sont les activités financières, immobilières, les SCI par exemple, ne sont pas éligibles. Et le prêt rebond est plafonné au fonds propre de l'entreprise. C'est un prêt qui a été mis en place donc par délégation, donc c'est-à-dire que c'est la région qui effectivement a confié, a doté BPI France d'un certain montant pour mettre en place ces prêts rebonds.
toute la partie instruction des dossiers est faite par BPI-France. Donc, c'est la structure que vous devez contacter pour mettre en place ce prêt. Il y a énormément de demandes. Donc, je crois que depuis le début de la crise, il y a plus de 250 dossiers qui ont été déposés, et ce qui a conduit également la région à augmenter le budget initial qui avait été prévu sur ce dispositif pour répondre à la demande des entreprises. Donc le dépôt en ligne, je pense aujourd'hui, est la manière la plus courte en fait d'avoir des réponses de la part de BPI-France sur vos demandes. Donc là, sur la question des garanties, donc la région a un dispositif, un fonds régional de garantie adossé au Fonds national de BPI-France depuis très longtemps. Dans le cadre du prêt garanti par l'État, donc on a effectivement nous aussi abondé ce fonds régional de garantie pour pouvoir couvrir des prêts. Donc le BPI-France au niveau du prêt garanti par l'État va couvrir en fait en garantie des prêts de trésorerie que votre banque peut vous accorder, dans le cadre d'un plafond qui est équivalent à 25% du chiffre d'affaires 2019. Et la région peut intervenir en complément de BPI-France sur des prêts qui dépasseraient en fait ce plafond de 25%, avec des garanties qui là sont à 80% et une quotité de garantie qui est à parité entre le Fonds national de garantie de BPI-France et le Fonds régional de garantie de la région. Pour ce faire, là, donc, vous n'avez pas de démarche spécifique à faire auprès de la région, puisque donc là, on est dans le cadre d'une négociation du prêt auprès de votre banque, cette banque va solliciter la garantie de BPI-France, et dans le cas d'un dépassement de ces 25% et la nécessité de mobiliser la garantie de la région, BPI-France sollicite directement cette garantie. Donc là, je vais peut-être laisser la main à Frédéric Planche sur le prêt garanti par l'État, puisque voilà, il mobilise ce prêt de manière directe au niveau de sa banque. D'accord, donc juste, bonjour, Frédéric Planche, Banque Populaire, le responsable de la filière innovation pour la Banque Populaire du Sud, côté Occitanie-Est, je crois qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit. Oui, sur le PGE, donc j'ai déjà fait une petite intervention pour préciser les modalités, je crois il y a une petite quinzaine de jours. Donc je rappelle, le PGE, prêt garanti par l'État, c'est un prêt qui a été décidé par décret le 16 mars, donc il y a déjà plus d'un mois, et sur lequel on avait peu de précision, et ça a été un peu difficile à l'accouchement du prêt. Il y a eu beaucoup d'annonces en termes de communication, et après il y a eu quelques ajustements à mettre en œuvre, notamment sur des problématiques d'éligibilité d'entreprises éligibles sur ces financements. Alors juste une question à Françoise. Le Fonds national de garantie bancaire sur le prêt, c'est pas le PGE de la BPI, ça, non, a priori, Françoise? Pour moi, si, c'est celui-ci, puisque effectivement, on garantit bien, donc c'est une garantie à hauteur de 90% sur les prêts bancaires qui sont mis en place dans le cadre de la crise, et qui correspond à des prêts de trésorerie, et qui sont plafonnés à 25% du chiffre d'affaires, ou 2 fois la masse salariale pour les entreprises, les jeunes entreprises. D'accord, donc ça c'est le PGE BPI, qui est dans le cahier des charges, enfin pas dans le cahier, dans le catalogue de la région en fait, c'est ça? Oui, alors celui-ci en fait, c'est pour expliquer l'articulation en fait entre l'intervention de la région, qui a un fonds de garantie qui est mobilisé si les prêts sont supérieurs à 25% du chiffre d'affaires. Donc on a cette articulation, c'est-à-dire que sur un prêt qui est plafonné à 25%, c'est l'État qui intervient seul via BPI-France. Si le prêt est supérieur à 25% du chiffre d'affaires, il y a un partage de risques entre l'État et la région sur la garantie bancaire. D'accord, et le niveau de garantie redescend à 80%. Et voilà, quand on est effectivement sur des prêts supérieurs à 25%. D'accord, ce qui veut dire que, alors c'est un peu pour nous aussi en interne, pour aiguiller les clients, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui arrive par le biais de la région, qui demande le PGE via le
canal de la région, il faut savoir quand même que la région ne regardera pas le dossier en fait. Nous, on a une information, de BPI France, mais là aussi, on a une délégation, c'est-à-dire qu'effectivement, le dossier, le fonds est géré par BPI France, comme BPI France gère les fonds nationaux de l'État. D'accord, ok. Donc voilà, ça amène quelques précisions parce qu'il y a beaucoup de dispositifs et pour éviter que les chefs d'entreprise se recroisent sur des dispositifs qui sont en fait les mêmes, mais dont la chaîne de décision ou l'organisation ou la structuration n'est pas. Il y a des articulations effectivement à comprendre, oui, tout à fait. Ouais. Et notamment sur le PGE. Sur le PGE d'ailleurs, bon, je vais juste. Est-ce que vous voulez que j'en parle un peu plus globalement maintenant ou je reprendrai la parole plus tard? Enfin, je ne sais pas comment vous voulez. Après, c'est toi qui vois, Frédéric. J'en profite pour dire aussi qu'il existe un compte rendu, le compte rendu de ta dernière intervention pour toutes les informations sur le PGE. Donc, si tu as envie de reprendre un peu de manière globale, n'hésite pas. Après, je pense quand même que maintenant, c'est une notion qui est assez bien comprise. Et si tu veux apporter les précisions, tu peux le faire dès maintenant, vu qu'on est sur le PGE. Ouais, je vais le faire rapidement. Donc, le PGE, donc 300 milliards, etc. Bon, toutes les entreprises y ont droit, sauf l'exclusion dont a parlé Françoise, les SCI, les entreprises financières et quelques entreprises qui sont en redressement et en liquidation, mais simplement depuis le 24 mars, en fait, puisque le décret a été modifié le 24 mars. Bon, sur la partie enveloppe, c'est-à-dire un PGE, je veux un PGE, donc je vais voir ma banque, ou je vais voir la région, je vais voir la banque, je lui dis voilà, je souhaiterais bénéficier des mesures PGE. La première chose à faire, c'est de déterminer l'enveloppe dont vous avez besoin. Et l'enveloppe dont on a besoin, elle est octroyée selon deux schémas. Un, le schéma du chiffre d'affaires et le schéma de la masse salariale. Et qu'est-ce qui donne le droit de choisir, mettons, la masse salariale? Parce que pour l'ensemble de nos entreprises, c'est 25% de son chiffre d'affaires hors taxe de l'année passée. C'est la règle, votée par le décret. Par contre, il y a une spécificité qui est liée aux entreprises innovantes. Alors, pour que le décret prévoit que les entreprises innovantes, elles seules, sont susceptibles de demander l'équivalent de leur masse salariale sur 24 mois hors cotisation patronale. Donc, seules les entreprises innovantes, d'accord? Et pour qu'elles soient innovantes, il y a 3 critères. Et ces 3 critères, souvent, que ce soit la banque ou peut-être la région ou la BPI, les ont listés. Je vais vous les rappeler vite fait. Une entreprise qui a bénéficié sur les 5 dernières années d'un soutien public à l'innovation, 5 dernières années, ça c'est le premier critère, qui comporte au sein de son unité capitalistique un fonds ou une société d'investissement de type spécialisé dans l'innovation. Et troisième critère, être accompagné par une structure d'accompagnement du type incubateur, accélérateur, référencé auprès de la BPI ou de nous-mêmes. Donc c'est vrai que quand on s'était vu la dernière visio, la BPI et le ministère avaient octroyé les listes des organismes, des fonds et des financements de ces 3 critères. Nous avez transmis une liste. Elle était incomplète. Elle n'était faite qu'à partir des bases de données parisiennes. Et il a fallu, avec la BPI et la région, notamment enfin, ici en interne, sur notre territoire, faire préciser par BPI et par l'État que, mettons, le BIC de Montpellier ou les structures d'accompagnement de Toulousaine ou, mettons, IRDIS ou RIDEC, étaient des structures spécialisées, mais dans les régions d'Occitanie et qui n'étaient pas topées dans la liste. Donc, il y a 3 critères. Il faut cocher un des critères. Si on vous oppose le fait que vous n'êtes pas dans la liste qu'a transmis la BPI, ce n'est pas grave. Demandez à votre banquier ou à la BPI une mise à jour de la liste, parce que le BIC de Montpellier ou le BIC de Nîmes ou les structures d'accompagnement de Toulousaine ou perpignanaises sont complètement éligibles à cette notion de critères d'innovation pour l'octroi du financement via les charges salariales. Donc ça, c'est important de le dire parce que c'était vraiment incomplet au départ. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail à proprement parler. Il y a simplement aussi une grosse modification
depuis lundi dernier. C'est-à-dire que dans le décret qu'avait publié le gouvernement, il faisait référence à une directive européenne, la 651-2014, qui précisait que les entreprises qui étaient en difficulté n'avaient pas le droit à ce PGE et faisait référence à ce décret européen qui précise ce qu'est une entreprise en difficulté. Et une entreprise en difficulté, selon l'Europe, c'était une entreprise qui avait les fonds propres négatifs, voire inférieurs à la moitié du capital social. Donc ça a été un véritable débat. Donc pendant 15 jours, on s'est battus les uns et les autres pour savoir ce que c'était, parce qu'en plus, le gouvernement, à l'intérieur de cette définition européenne, avait apporté des modifications en élargissant le niveau des fonds propres que donnait la directive européenne au compte courant d'associés. Donc c'était le débat qu'on a eu la première Café Visio, qu'on a fait ensemble, c'est est-ce que les comptes courants étaient dedans ou pas dedans? Je ne le savais pas à l'époque. Quelques jours après, les comptes courants ont été agrégés. Comptes courants bloqués, pas bloqués, peu importe, à partir du moment où il y avait les comptes courants. Donc on reprenait dans le schéma, parce que je vais vous refaire la liste rapidement, parce que c'est très très important, cette notion de fonds propres, parce que vous allez voir, ça a été modifié, mais ça ne bouge pas trop en fait. Donc il y a le capital social de l'entreprise qui est inscrit au CABIS. Vous avez la prime d'émission. Vous y retrouvez les reports à nouveau, c'est-à-dire les pertes successives qui ont été faites, notamment chez les startups ou les entreprises innovantes qui font régulièrement des pertes. On peut y retrouver des provisions pour risques et charges qu'on peut intégrer au fonds propre. On y retrouve des obligations convertibles, tous ces outils de financement alternatifs que représentent les obligations. Et on y agrège des comptes courants d'associés. Et donc ça fait un gros paquet qui s'appelle fonds propres élargis. Et après, on doit les comparer à la prime d'émission plus le capital social. Si l'ensemble de ces fonds propres élargis est inférieur ou égal à la somme de la prime d'émission au capital social, vous n'êtes pas éligible. Ça, c'était le texte, en fait. Donc, devant le tohu-bohu général, le calcul et l'exclusion, tout le monde, le gouvernement est revenu derrière et a annulé cette précision en disant que l'entreprise, on s'adossait à la directive européenne, mais on ne prend pas en compte le niveau des fonds propres pour les entreprises, quelles qu'ils soient. Donc, gros changement, puisque pour nous, les banques, c'était assez compliqué parce que le critère d'éligibilité des fonds propres a mené un partage de risque ou un partage d'analyse entre les actionnaires et le banquier sur le financement, et ça nous rassurait quant à la pérennité des entreprises. Aujourd'hui, il n'y a plus de notion de fonds propres positifs. Toutes les entreprises sont de fait éligibles et peuvent présenter le PGE à leur banque. Elles ne seront pas exclues. Le seul critère d'exclusion, aujourd'hui, ça sera qu'elles sont en redressement judiciaire ou en clause de sauvegarde depuis le 24 mars. Cependant, il faut le savoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir du moment où on enlève ce critère d'éligibilité des fonds propres qui était plutôt un financement des actionnaires, un rôle des actionnaires au sein du financement de l'entreprise, c'est les banques qui ont maintenant la responsabilité totale et globale d'accorder ou pas le PGE. Et il faut savoir que le PGE, ce n'est pas un droit à tirage, c'est un prêt d'une banque avec une garantie de l'État à hauteur de 90%. Mais ce n'est pas un droit acquis. Et il s'avère que aujourd'hui, la lecture des fonds propres et la lecture de cette structure financière revient au comité d'analyse de la banque, en fait. Avant, c'était exclu, on n'en parlait pas. Ça n'arrivait pas aux décisions. Aujourd'hui, tous les dossiers arrivent à la décision. Mais la première chose que regarde le comité, c'est quand même le niveau des fonds propres. Parce qu'une entreprise doit pouvoir assurer sa pérennité. Et en guise de conclusion, vite fait, là, je vais finir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que nous sommes en train de faire un mur de dette. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises vont solliciter le PGE, vont récupérer des fonds. Nous, on est entre guillemets à fond derrière, et puis on en distribue. On a fait quelques financements et des financements importants. Il s'avère que quand même, c'est un prêt. Donc, c'est un prêt avec une franchise sur 12 mois qui, dans un an, va tomber et va être rendu exigible, et le chef d'entreprise, lui seul, devra prendre la décision soit de le rembourser en totalité parce qu'il aura de l'argent, soit de le mettre en amortissable sur les 5 ans à venir, sur un taux qu'on ne connaît pas aujourd'hui.
Bon, ce ne sera pas des taux relativement élevés dans la mesure où on rentre dans une crise économique et qu'il y aura beaucoup de liquidités. Donc, les taux d'intérêt ne vont pas augmenter, au moins dans les 3 à 5 prochaines années. Quand il faudra détruire de la dette, ça se fera plus tard. Donc, du coup, on est en train de constituer un mur de dette et quand on aura les bilans, voilà, l'inquiétude qu'on a, c'est que quand nous aurons les bilans en 2020, 2021, qu'on aura constaté les pertes de cette folle année, cette année complètement dingue 2020, on se retrouvera avec des entreprises avec des capitaux et des fonds propres négatifs et puis des échéances de prêts assez importantes à rembourser. Et là, ce sera le deuxième effet qui se coule du Covid. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des entreprises complètement déstructurées. Donc, on est en train de réfléchir. Je pense que cette réflexion sera très certainement proposée à la région aussi, sur la création d'outils alternatifs qui permettront de transformer cette dette en quasi-fonds propres, le temps d'y voir un peu plus clair et de sauver nos entreprises, en fait. Voilà, ce que je voulais préciser, c'est que le niveau de fonds propres reste très, très important, même si l'éligibilité a été évacué du raisonnement. Aujourd'hui, et vos banques risquent de vous parler de ce niveau de fonds propres si vous faites des pertes. Donc, mettez bien vos actionnaires dans la boucle de vos raisonnements et de vos financements, de manière à ce qu'ils sachent que peut-être, à un moment donné, on leur demandera de venir compléter les dispositifs pour leur part, et notamment d'éponger les pertes pour éviter de devoir actionner la garantie de l'État dans les mois et les années à venir, qui serait vraiment assez terrible. Voilà, j'ai juste une question pour Françoise, une autre question sur technique, c'est-à-dire que aujourd'hui, la BPI fait part de son dispositif. Ils ont aussi une très forte contrainte sur les fonds propres que nous n'avons pas. Nous, je viens d'expliquer, nous n'avons pas cette contrainte. On fait au cas par cas, on regarde la profondeur des poches des actionnaires, etc. etc. Par contre, pour la BPI, tous leurs dispositifs sont articulés autour des niveaux des fonds propres de 1 pour 1. Et là, est-ce que vous avez, vous, une idée du calcul de ce niveau de fonds propres, de ce qu'ils prennent en compte ? Alors, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une notion de fonds propres élargie, donc avec le capital social, la prime d'émission, le report à nouveau, les réserves, le résultat net, plus les comptes courants d'associés, avec souvent quand on prend les comptes courants d'associés, on demande à ce qu'ils soient bloqués. Voilà, donc pour les appréhender sur la notion de quasi-fonds propres, on prend bien évidemment aussi les obligations convertibles. Donc on a le même calcul sur cette notion. On est vraiment sur les fonds propres élargis, que ce soit sur les dispositifs région, puisque dans toutes nos interventions que l'on intervienne en subvention, en avance remboursable sur les entreprises dans le cadre de nos dispositifs classiques, on a effectivement cette contrainte de fonds propres dans une logique de parité public-privé. C'est-à-dire que voilà, nous, on souhaite que l'entreprise puisse démontrer qu'elle engendre, voilà, de par son exploitation, des résultats qui permettent effectivement de conforter des fonds propres pour que nous, on puisse intervenir à ses côtés. Voilà, on est dans cette logique-là. Et BPI, on a la même, on a exactement la même logique d'intervention. D'accord. Donc, la différence entre nous et vous, c'est que sur un PGE, alors il faut aussi le rappeler, c'est que si la banque fait un PGE, la BPI ou l'État ne regarde pas la décision de la banque, en fait. Oui, tout à fait. Non, mais là je parle hors PGE. Je parle effectivement hors garantie, puisque là, la décision vous appartient et ensuite, nous, on intervient. Mais bon, vous avez vu que sur le prêt rebond que l'on a mis en place avec BPI France, on a cette contrainte de fonds propres, puisque le prêt rebond est plafonné au niveau des fonds propres de l'entreprise et nécessite qu'à côté, il y ait un prêt bancaire du même montant, alors soit qui est mis en place de manière concomitante à ce prêt rebond, soit a été mis en place dans les 6 derniers mois auprès de l'entreprise. Donc il y a quand même une rétroactivité et la contrepartie privé, on va dire, peut être un prêt bancaire, mais peut être également un apport en compte courant ou une augmentation de capital. D'accord.
l'appréciation de la contrepartie privée pour pouvoir appréhender, mettre en place ce prêt rebond qui existe dans l'analyse de BPI France. Donc, juste une remarque et une précision pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, et puis au sens propre et au sens large, c'est que les financements qui sont accordés par BPI et BPI Région nécessitent un niveau de fonds propres que nous regardons aussi de toute manière, mais il y a une exigence supplémentaire qui est celle de bloquer les comptes courants. Hein, donc, parce que c'était une question qu'on a eue la dernière visio, d'un Toulousain, d'un chef d'entreprise toulousain qui nous disait « Ah mais moi mes comptes courants ne sont pas bloqués, Créalia ne me les a pas rendus obligatoirement bloqués, etc. etc. » Donc pour le PGE classique en banque, dans toutes les banques, il n'y a pas d'obligation de blocage de comptes courants d'associés. Sur les dispositifs région et BPI autres que le PGE, on reste sur le fonctionnement traditionnel de la BPI, sauf que quand même, ils ont vastement élargi la notion de fonds propres par rapport à ce qui était fait avant. C'est comme je disais la dernière fois, Frédéric, je pense que ça dépend pas mal des directions régionales de BPI, parce que moi, comme je te disais, quand j'y étais, on prenait les comptes courants très généralement et on les bloquait, comme ça se fait actuellement, comme disait Françoise. Mais chaque région ne fait pas la même chose, par contre. Chaque direction régionale ne fait pas la même chose et même n'a pas le même calcul des fonds propres, niveau des fonds propres. Non, mais la différence avec une banque, c'est qu'aujourd'hui, on n'exige pas le blocage des fonds, des comptes courants associés. Bon, un comité peut le faire. Hein, il peut le faire et dans bien des cas, il le fera parce qu'aujourd'hui, comme l'éligibilité a été modifiée à l'entrée sur les fonds propres, le problème est reporté sur les décisions des comités. Et là, ils peuvent exiger au cas par cas, selon les entreprises. Donc, qu'il n'y ait pas de désillusion, qu'il n'y ait pas de surprise. Aujourd'hui, les décisions PGE vont être adoptées au cas par cas, en fait. Hein. Okay. Voilà. Blocage des fonds propres qui, d'ailleurs, juridiquement, a assez peu de force. Hein. Oui. Avec une attestation d'expert comptable. C'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. On est sur des attestations qui sont sollicitées auprès des experts comptables, tout à fait. Bon, voilà, François, je vous laisse parler. Ok, donc je continue sur les mesures qui ont été mises en place par la région. Pour ce qui concerne les entreprises qui ont obtenu des avances remboursables régionales, pour lesquelles donc, les échéances de remboursement étaient en cours à partir depuis au 1er avril 2020. Donc la région a voté un moratoire de 6 mois sur les échéances de remboursement sur la période allant du 1er avril au 30 septembre 2020, ce qui fait un report d'un semestre du plan de remboursement de ces avances remboursables. Alors normalement, l'ensemble des entreprises dans ce cas de figure, on en a à peu près 500, il y avait à peu près un petit peu plus de 500 dossiers en cours à la région Occitanie. Ça représente un montant de moratoire, de remboursement gelé à hauteur de 7,4 millions d'euros. Donc normalement, toutes les entreprises ont reçu un mail pour celles qui sont concernées par ces avances remboursables. Il faut que les entreprises, il n'y a pas d'automaticité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une mesure générale qu'on a votée, mais les entreprises doivent quand même retourner un formulaire pour indiquer qu'elles souhaitent bénéficier de ce moratoire. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous n'avez pas reçu de mail, n'hésitez pas à nous contacter pour nous tenir informés. A priori, je pense qu'on avait pas mal de mails, on en a récupéré un petit peu après sur certains dossiers, mais je pense qu'effectivement, l'ensemble des entreprises aujourd'hui a été sollicité. Alors un point important, c'est que ces échéances de remboursement sont souvent faites de manière automatique, puisqu'il y a souvent des autorisations qui ont été mises en place avec vos banques pour des prélèvements automatiques. Donc là, il vous appartient de voir avec votre banque pour que ces prélèvements automatiques soient arrêtés pendant la période donc, du moratoire. Juste, Françoise, si je peux me permettre, oui. au niveau, donc là, ça concerne les avances remboursables
faites directement par la région. C'est Et ça. est-ce que ça concerne aussi le PIA3 Alors, sur le PIA3, on est en train de discuter. Alors là aussi, le PIA3, un dispositif État-région qui a été délégué en gestion à BPI France. Donc, on est en train de voir avec eux, effectivement, pour voir si on peut opérer la même chose sur ces dossiers-là, sachant que BPI, de son côté, a aussi accordé des délais de remboursement sur les prêts qu'elle a mis en place. Donc, effectivement, ce sujet, pour l'instant, n'est pas acté, mais on est en train d'y travailler. Là, je ne parle que donc, des avances remboursables directement octroyées par la région Occitanie. D'accord, merci. Sur les marchés publics, donc les entreprises qui aujourd'hui sont impliquées sur un marché public avec la région, donc qui ne peuvent donc pas tenir les engagements de calendrier initiaux compte tenu de la crise. Donc la région a annoncé qu'elle il n'y aura pas de pénalité de retard pour ces entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté. Autre point, l'exonération des loyers pour les entreprises qui sont localisées dans les pépinières de la région. Donc il y en a 3 en région Occitanie, la pépinière de Martres-Tolosane, la pépinière de Novalia à Montauban et la pépinière Realis qui est à Montpellier, qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire. Et cette exonération de loyer, donc elle est pour une durée de 3 mois. Voilà, pas de formalité pour les entreprises, il n'y aura simplement pas de facturation. Alors là, je vais parler d'un dispositif spécifique qui a été voté donc, le 3 avril dernier, qui est un dispositif crise de trésorerie suite au Covid et qui va s'articuler donc, avec ce qu'on a vu un petit peu jusque-là, c'est-à-dire que là, c'est un dispositif qui permet aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement sous forme d'une avance remboursable pour celles qui ne seraient pas éligibles en fait au dispositif de prêt, voilà, qui n'ont pas reçu les montants sollicités, soit donc auprès de leur banque et qui ne sont pas éligibles aux autres dispositifs de publics comme BPI France ou nos dispositifs. Les entreprises, pour être éligibles, sont des PME de plus de 10 salariés. On peut intervenir également sur des ETI. Il faut que ces structures aient au moins un bilan et un an d'existence. Les entreprises ne doivent pas répondre à la définition européenne des entreprises en difficulté, donc au 31 décembre 2019. Donc là, on est sur la définition que vous avez donnée, Frédéric, donc sur la notion de fonds propres inférieurs à la moitié du social, où l'entreprise est en plan de continuation et n'a pas effectivement accès au financement bancaire ou de manière insuffisante par rapport à ses besoins. Donc la région peut prendre en charge un accompagnement jusqu'à 300 000 €. Cet accompagnement est basé sur l'augmentation du besoin en fonds de roulement ou la masse salariale calculée sur 6 mois. Le taux d'aide est de 50%. On est donc sur une avance remboursable qui a une différée de 2 ans, qui est remboursable sur 6 ans. Et l'avance qui est donnée, versée à la signature de la convention correspond à 80% du montant de cette avance remboursable. Donc l'entreprise doit donner, pour justifier de sa demande, démontrer sa situation de trésorerie, doit démontrer qu'effectivement elle n'a pas pu obtenir de soutien bancaire et elle doit également donner le montant de ses charges fixes mensuelles. C'est un dispositif dans lequel il n'y a pas de contrepartie financière et c'est un dispositif sur lequel qui n'est pas plafonné au niveau des fonds propres de l'entreprise. Donc là, c'est le seul dispositif, puisqu'on est effectivement dans le cadre d'entreprises en difficulté, qui n'est pas effectivement basé sur la notion de fonds propres. Bon, on y reviendra peut-être, j'imagine que vous aurez des questions sur ce dispositif. Autre dispositif qui a été mis en place sur une période de 6 mois, c'est le pass rebond. Donc la région avait jusque-là un dispositif qui s'appelle le pass Occitanie. Le pass Occitanie a été élargi sur cette période de crise pour devenir le pass rebond.
Il est ouvert aux entreprises de moins de 250 salariés. Je rappelle que le Pass Occitanie était ouvert aux PME de moins de 50 salariés. Donc l'élargissement a été fait sur la taille des entreprises éligibles. Ces entreprises doivent exister depuis plus d'1 an et avoir effectivement un premier bilan, être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Et donc là, l'élargissement a été fait donc sur le montant de l'aide, puisqu'on peut intervenir jusqu'à 200 000 euros, qui représentent 50% de l'assiette éligible. L'assiette éligible est assez large, puisqu'on peut prendre en compte à la fois des investissements matériels et immatériels, des dépenses qui sont liées à l'innovation, mais des dépenses de conseil, d'études de faisabilité amont, on va dire, sur l'innovation. Ou des dépenses de conseil visant la transition numérique ou la transition énergétique et écologique. Et au niveau du versement, donc là aussi ça diffère par rapport au Pass Occitanie, on peut verser 50% de ce montant à la signature de la convention. On reste sur les autres critères du Pass Occitanie, sur les codes NAF éligibles, et sur le niveau de fonds propres, hein, puisque là, on est sur un dispositif qui est plafonné au niveau de fonds propres des entreprises. Le fonds de solidarité. Donc là aussi, je pense que vous avez entendu parler de ce dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 mars 2020, hein, qui est une loi d'urgence pour faire face à l'épidémie. Donc il y a eu un décret d'application qui a été adopté et adapté au 17 avril 2020, puisqu'il y a eu des évolutions sur ce fonds de solidarité. C'est un fonds de solidarité qui a été négocié entre les régions de France et l'État, avec un volet 1 qui est géré par l'État et financé donc par l'État et la région, et un volet 2 qui est géré par la région et financé par l'État et la région. Donc sur le volet 1 sont éligibles les entreprises de 0 à 10 salariés, dont l'activité a débuté avant le 1er février 2020 et qui n'était pas donc en cessation de paiement avant le 1er mars 2020. Sont éligibles les entreprises indépendantes et qui ont effectivement qui ont tout statut. Hein. Ça peut être effectivement des sociétés ou des entrepreneurs individuels, des activités libérales qui sont également éligibles. Tout régime fiscal et social, hein, c'est-à-dire que les micro-entrepreneurs sont également inclus. Donc tout secteur, donc c'est un dispositif assez large. Hein. Et les entreprises, pour être éligibles, doivent avoir un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros sur le dernier exercice et ne pas avoir un bénéfice supérieur à 60 000 euros donc sur l'exercice précédent. Elles doivent démontrer une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% entre le 1er mars 2019 entre mars 2019 et mars 2020, et pareil en avril 2019 et avril 2020, puisque donc le dispositif va être également renouvelé sur avril, ou les entreprises qui ont été fermées au public donc sur la période du Covid. On est sur une aide qui peut être maximum de 1 500 euros et qui est égale au montant de la perte du chiffre d'affaires sur la période considérée. Le volet 2 qui est donc géré par la région Occitanie, donc lui s'adresse aux entreprises entre 1 et 10 salariés. Hein, donc ça veut dire qu'on ne prend pas effectivement les micro-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs qui sont seuls. Les entreprises doivent démontrer l'impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours, donc avec une situation de trésorerie à 30 jours. Et ces entreprises doivent démontrer également le fait qu'elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par leur banque depuis le 1er mars. Alors le montant raisonnable, on le fige un petit peu, on l'établit un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le PGE, c'est à peu près à 25% du chiffre d'affaires. Et là, on est sur une aide proportionnelle qui est comprise entre 2 000 à 5 000 euros selon en fait le niveau de chiffre d'affaires de l'entreprise et l'état de trésorerie de l'entreprise. Donc, il y a un petit schéma après que je vous montrerai pour voir un petit peu
ces niveaux d'accompagnement. Et donc là, la démarche d'aide doit se faire auprès de la région. Vous avez donc sur le hub entreprendre la région.fr la possibilité donc de déposer votre demande. Alors voilà le petit schéma qui n'est pas forcément très simple à lire. Donc sur le volet 2, donc pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 euros, donc elles peuvent obtenir une subvention forfaitaire de 2 000 euros, quel que soit leur solde de trésorerie. Pour celles qui sont comprises, dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 et 600 000 euros et qui présentent un solde de trésorerie supérieur à 3 500 euros, donc elles peuvent bénéficier d'une subvention de 3 500 euros. Lorsque le solde de trésorerie est compris entre 2 000 et 3 500 euros, elles obtiennent une subvention qui est égale au montant de la perte affichée. Et lorsqu'elles sont sur un solde de trésorerie compris jusqu'à 2 000 euros, elles ont effectivement une subvention forfaitaire de 2 000 euros. Pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 600 000 euros et un solde de trésorerie supérieur à 5 000 euros, donc la subvention est de 5 000 euros. Pour celles qui ont un solde de trésorerie compris entre 2 000 et 5 000 euros, la subvention est égale au montant de la perte. Et en dessous de 2 000 euros de solde de trésorerie, la subvention est forfaitaire à hauteur de 2 000 euros. Françoise, juste pour savoir si j'ai bien compris, quand tu parles des soldes de trésorerie, là, les soldes de trésorerie doivent être négatifs pour avoir droit à l'aide. Oui, voilà, d'accord. La perte de trésorerie, oui, tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Alors, la région Occitanie a souhaité mettre en place un fonds de solidarité exceptionnel. On est je crois qu'on est la seule région à l'avoir fait pour compléter le Fonds national de solidarité. Et donc là, l'objectif, c'est d'intervenir sur les entreprises qui ne seraient pas éligibles au volet 1 et 2 du Fonds national de solidarité, puisqu'elles auront une perte de chiffre d'affaires compris entre 40 et 50%. Donc, on a souhaité aller un petit peu au-delà par rapport à la perte de chiffre d'affaires sur le Fonds national de solidarité qui est à partir de 50%. Là, on se base sur un dispositif pour les entreprises qui, elles, ont connu une perte de chiffre d'affaires entre 40 et 50%. Les autres modalités d'intervention sont à peu près les mêmes, conditions d'intervention sont les mêmes. On s'adresse aux entreprises de 0 à 10 salariés et effectivement qui ont donc des conditions et des critères relativement similaires à un Fonds national de solidarité. Bon, là, il y a un petit tableau, je ne vais pas le commenter parce que je pense que j'ai donné un petit peu tous les éléments, mais qui peuvent vous servir pour avoir l'ensemble des informations sur les conditions et les modalités d'intervention du Fonds de solidarité nationale avec le volet 1 et le volet 2. Donc là, qui sont bien des volets complémentaires. Pour avoir le volet 2, il faut démontrer que vous avez bénéficié du volet 1. Donc, voilà, ce sont des dispositifs qui peuvent s'agréger. Par contre, le Fonds exceptionnel Occitanie est un fonds qui s'adresse aux entreprises qui ne sont pas éligibles au Fonds Solidarité nationale. Autre dispositif qui a été mis en place, alors là qui est géré par la direction de l'emploi et de la formation pour permettre aux entreprises qui mettent leurs salariés en chômage partiel de pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement sur la formation. Et pour pouvoir poursuivre en fait le développement des compétences des salariés sur cette période de confinement, avec un soutien financier aux opérateurs de compétences, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Objectif Compétences, qui existe déjà en région, et également la mise à disposition d'une plateforme de formation à distance pour que effectivement les salariés puissent continuer à bénéficier de formation pendant la période. Donc là, vous avez un numéro de téléphone qui est celui de la direction de l'emploi et de la formation, le 0800 0070 70 pour pouvoir avoir des éléments un petit peu plus précis sur ce dispositif.
Un autre sujet sur un fonds de secours au secteur associatif, culturel, sportif ou entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a été mis également en place donc, lors de la commission permanente du 3 avril. C'est un fonds exceptionnel de soutien qui permet effectivement d'accompagner, de poursuivre en fait, l'accompagnement des entreprises qui organisaient des événements qui n'ont pas pu se tenir dans le cadre de la crise et qui portent effectivement un accompagnement pour les entreprises pour lesquelles qui sont impactées à plus de 40% dans leurs ressources. Ce qui a été prévu aussi par la région, c'est de maintenir les aides financières auprès des différentes manifestations sur tout le territoire d'Occitanie, pour celles pour lesquelles on avait déjà octroyé en fait, un accompagnement et un soutien financier. Donc on a décidé le fait de verser une partie de ces montants de subventions, puisque un certain nombre de dépenses qui avaient été quand même engagées par les structures pour mettre en place ces manifestations, et d'accélérer également des paiements pour les clubs du monde professionnel au monde amateur pour les associations sportives. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à tous les deux, c'était très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir les supports? Oui, je viens de le mettre là, j'ai écrit dans la conversation du Zoom. Je viens de mettre le document sur le dossier Drive partagé des cafés visio à retrouver dans, je vous ai mis le lien dans la partie région Occitanie et c'est le document qui a été ajouté aujourd'hui, présentation mesure région. D'accord, merci. Voilà. Donc le support est effectivement à retrouver. Du coup, tu disais, Françoise, juste pour la partie formation, là, on se rapproche des OPCO, enfin, le numéro que tu as mis. Non, là, c'est la direction de l'emploi et de la formation de la région qui répond à ce numéro, sachant que nous, on a un dispositif spécifique auprès des OPCO pour permettre cet accompagnement financier pour la formation des salariés. Super, d'accord. Bonjour, je suis Lionel de Spécialiste Wanted. J'ai une question pour Frédéric. Oui. Oui. Est-ce que vous auriez le lien qui montre ou prouve que le BIC Cap Omega Montpellier est une structure d'accompagnement, que je puisse le transférer à ma banque en fait? La banque le sait déjà, puisque on a eu un accord, un mail de BPI précisant que les structures, c'était pas réellement nous BPI, c'est la FAC, c'est la foire aux questions du groupe BPCE, comme quoi la liste qu'elle nous avait transmise BPI n'était pas exhaustive et que dans les dispositifs d'accompagnement à l'innovation dans les régions, et notamment Occitanie, qui avait carrément été oublié par le ministère, j'ai fait valider au niveau du groupe BPCE que toutes les structures d'accompagnement, BIC, Créalia, les financements région, innovation, tout ça, soient éligibles au dispositif d'accompagnement à l'innovation pour le PGE. Donc, aucun souci que ça soit… Alors, je précise juste, c'est vraiment pour mon cas perso. La banque est à Montpellier, nous on est au BIC Cap Omega. Par contre, la comptabilité est faite en ligne par un expert comptable sur Paris. Et lui, à mon avis, il ne connaît pas. Et la banque demande une attestation de l'expert comptable qui montrerait que nous sommes ici une société innovante. Et donc, je voudrais montrer à l'expert comptable… C'est Sudino qui demande ça? C'est Sudino? C'est la Banque Populaire? Non. Non, c'est pas la banque. Ah, d'accord, ok. Okay. Non, d'accord. Oui, écoute, ce que je peux te proposer, c'est tu demandes à Digital de me passer ton mail ou vous m'envoyez un mail. Oui. Sur LinkedIn, je te contacte sur LinkedIn. Oui, super. Tu me contactes sur LinkedIn. Je te ferai un mail dans ce sens, précisant que le BIC… Bon, alors pour mettons les justificatifs, nous, sur Banque Populaire, j'ai demandé à Vanessa et Stéphane ici, nous en interne sur la BPS,
mettons, le contrat de prêt de financement région innovation serve de base, la facture de loyer de l'incubateur serve de justificatif, que la table de capitalisation serve de justificatif aussi pour l'attestation de l'expert comptable. Elle ne sert qu'une seule chose aujourd'hui, soit c'est pour les fonds propres dont on a parlé, Ouais. soit c'est pour la justification du chiffre d'affaires 2019 quand on n'a pas encore le bilan. D'accord, ouais. Alors, enfin voilà. bon, encore une fois, moi, c'est un cas un petit peu à part. J'ai Oui, l'impression non, mais il n'y a que des cas à part, en fait. Et donc, il faut qu'on s'adapte aux uns et aux autres et qu'on fasse preuve de souplesse. Donc, par LinkedIn, tu me fais passer un message. Et Super, je te remercie. je te compléterai je par retour mail la demande. Voilà. Merci. Alors, moi aussi, j'ai peut-être une question. Par rapport au délai pour solliciter un support, un produit ou un autre, dans la mesure où aujourd'hui, jusqu'à présent, ça allait très bien. On pense pouvoir tenir le coup en termes de trésorerie un certain temps, sauf qu'il y a beaucoup de projets qui ont été voire annulés, voire reportés, hein, comme on travaillait beaucoup avec Airbus et des sociétés qui ont gelé beaucoup de projets. Et la question, si on se rend compte qu'on a, disons, besoin d'un prêt de trésorerie en septembre-octobre, est-ce que tous ces dispositifs seront encore mobilisables? Françoise. Alors là, vous avez vu qu'on est sur les dispositifs passe-rebond ou crise de trésorerie. Ce sont des dispositifs qui seront actifs, qui ont été mis en place pour 6 mois pour l'instant. Je pense que les choses vont évoluer. Alors, on est en train de travailler sur des plans de relance, puisque on a beaucoup travaillé au début de la crise sur la mise en place de ces dispositifs et de ces mesures d'urgence. Donc, on va travailler sur des plans de relance et la question de la structuration financière des entreprises fait partie, bien évidemment, des sujets qui vont perdurer pendant plusieurs mois. Donc, soit ces dispositifs vont être on va avoir des délais de mise en œuvre plus longs, soit effectivement on va bâtir de nouveaux dispositifs pour répondre au mieux aux besoins des entreprises en sortie de crise, en tout cas pour les accompagner dans le redémarrage de leur activité. Donc pour l'instant, vous avez une photographie des mesures d'urgence qui ont été définies. Oui, elles ont été établies sur une durée de 6 mois parce que il y a aussi des mesures nationales et des ordonnances qui permettent un certain nombre pour qu'on ait des décisions un petit peu plus rapides en région, avec des décisions qui permettent d'intervenir pour certains dispositifs hors commission permanente. Donc ça, c'est voilà, ce qui permet d'avoir une réactivité un petit peu plus forte. Voilà, en fonction effectivement des dispositions nationales, nous regarderons bien évidemment à reconduire ces dispositifs dans la durée ou à en mettre d'autres qui répondront à des besoins spécifiques. Alors, pour le PGE, le PGE, il sera en fonction jusqu'au 31/12/2020. Donc, il y avait le PGE. Nous, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est de rencontrer assez rapidement leur banquier pour essayer d'évaluer, même si vous êtes en situation positive de trésorerie. Il faut faire un point sur votre cash burn, on appelle ça, c'est-à-dire ce que vous cramez tous les mois et ce dont vous avez besoin et jusqu'où vous allez arriver sans chiffre d'affaires, etc. Donc, vous avez besoin d'évaluer ce besoin de trésorerie et à un moment donné, le moment où vous aurez besoin d'activer tous les process. Donc, gérer, c'est anticiper. Donc, il faut absolument, même si vous avez une trésorerie pléthorique ou trésorerie confortable, c'est de commencer à travailler sur ce plan de financement. Aujourd'hui, l'État nous laisse la possibilité de faire un, voire plusieurs PGE. Et nous, c'est ce qu'on conseille. C'est-à-dire qu'on voit arriver des entreprises qui nous disent « Ah, il nous faut 300 000 euros, 400 000 euros de PGE, etc. » Bon, nous, on est quand même garant de la contre-garantie de l'État. On veut aider les entreprises, cependant, on ne veut pas arroser tant et plus comme ça, même si les directives sont effectivement d'épauler sérieusement les entreprises, sérieusement. Cependant, on demande aux chefs d'entreprise de morceler leur plan de financement, et nous, on est totalement ouvert, et même on conseille de morceler les financements PGE sur vos séquences
sur vos séquences de trésorerie, vos chiffres d'affaires, vos séquences de charges, de manière à ce que, comme je l'ai dit en préambule, on ne se retrouve pas fin 2020 ou en 2021 avec ce fameux mur de dette que vous auriez à régler, mais que vous auriez vraiment ajusté vos besoins de PGE en fonction de vos besoins au quotidien de trésorerie, de cash bar. Donc, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 voire plus de PGE. Bon, il ne faut pas trop en faire parce que nous, on n'a pas de frais de dossier, on n'a pas de commission, on ne gagne pas d'argent, on fait rien. Les banques sont, franchement, il faut le savoir. Hein. Le PGE, c'est 0,25 sur la première année, c'est un prêt sans franchise. C'est nous qui faisons l'avance à la BPI et on se remboursera le jour où vous commencerez à amortir votre financement. Donc, les décisions ont été, le conseil que nous donnons aux entreprises, c'est jusqu'au 31/12. Pas de précipitation. On se précipite pour ceux qui sont vraiment en difficulté aujourd'hui. Il y a des secteurs très en difficulté, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais tourisme, activités sportives, restauration, tout ce qui tourne à l'alimentaire, l'agro, etc. sont des secteurs qui sont en grosse difficulté, sur lesquels on a un gros focus et nos équipes bossent dessus. Il y a toute une série d'entreprises dans le numérique, dans l'industriel qui sont stoppées parce que les process des grandes boîtes sont effectivement stoppés, mais elles ont de la trésor en fait encore. Et donc là, c'est en collaboration avec l'expert comptable, en collaboration avec son banquier, c'est établir un plan de trésorerie et puis revenir plusieurs fois pour demander ce fameux PGE délivrable assez facilement, puisque maintenant on est vraiment opérationnel, hein, il n'y a pas de souci. Donc le conseil, c'est morceler et ne faites pas de souci. Une des questions qu'on nous pose souvent, y aura-t-il en septembre des enveloppes 300 milliards, franchement, il y a de quoi faire, hein. Ne vous inquiétez pas. Merci. En cas de refus du PGE, c'est le médiateur qui doit être saisi, c'est bien cela? Alors, en cas de refus de PGE, donc la banque doit vous délivrer une attestation de refus, soit vous allez voir notre établissement bancaire, soit vous sollicitez effectivement le médiateur. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il fallait que je vous aborde juste une problématique liée aux banques en ligne. Les banques en ligne ne font pas de financement. Beaucoup de startups, alors je ne sais pas sur Toulouse, sur Montpellier, ce n'est pas le cas, mais à Paris, c'est extrêmement le cas, notamment en Station F, etc. On a des banques en ligne. Ces banques en ligne ne font pas de financement. Et donc, l'usage, c'est que le chef d'entreprise remonte sur la banque qui porte la banque en ligne. C'est la BNP, la Société Générale en général. Donc, c'est d'aller voir ces banques-là. Si elles le refusent, vous exigez une attestation pour après vous rerouter sur une banque classique. Autre chose sur le PGE n'est pas un outil de conquête. Autrement dit, nous, les banquiers, on a fait serment, entre guillemets, de ne pas aller chasser les entreprises de nos collègues sur l'outil PGE parce que c'est un outil fabuleux, 90% de contre-garantie, vous rentrez dans une entreprise sans prendre de risque, vous n'avez rien fait préalablement et puis c'est vous qui allez sauver le soldat Ryan. Donc on s'est tous mis d'accord pour dire que c'était un outil d'aide, qu'on allait garder l'objectif de cet outil et que normalement, entre nous banquiers, on doit respecter un code de déontologie qui n'est pas d'aller chasser les entreprises, mais plutôt de répondre aux vrais besoins des entrepreneurs qui sont en difficulté et pas d'en faire un outil de conquête commerciale. Voilà, ça aussi, c'est à préciser. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être qu'on a d'autres questions encore et on a peut-être 2 minutes. Il est 31, on a un peu dépassé, mais on peut prendre une autre question s'il y en a une. Non, on n'a plus de questions. Alors, j'en profite pour vous dire que tout le compte-rendu, de toute façon, sera retrouvé comme d'habitude sur le dossier Drive partagé, ainsi que le support de présentation. Et puis, du coup, demain, au programme, ça va être quelles opportunités et outils export pour repartir à l'international en sortie de crise. Donc, un sujet international qui sera présenté par la team France Export, donc Business France et Ad hoc. Et il y aura aussi des témoignages de 3 de nos adhérents, Fly4You, Advise et YouInlock. Et le focus sera sur les marchés plutôt allemands, espagnols et anglais. Voilà, donc par contre, et je crois que demain, alors je vérifie juste en direct si c'est à la même heure que d'habitude. Demain c'est à la même heure que d'habitude. C'est la semaine prochaine qu'il y aura un nouveau café visio export qui sera une heure un petit peu différente normalement. Voilà, donc demain, rendez-vous 8h30, 9h30. Merci beaucoup Françoise et Frédéric. Encore une fois, c'était très clair.
Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, bravo. Merci. Au revoir. Bravo. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.